bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Patrick Charlebois. Patrick est très connu dans le milieu de la course à pied comme étant un coureur qui a fait les 10 marathons en 10 jours au Canada. Patrick et moi, on a beaucoup de choses en commun. Patrick a un frère jumeau également. C'est un homme d'affaires, c'est un investisseur immobilier. C'est un gars pas mal intéressant, pas mal passionnant. Donc, il vient nous parler en fait de tout ce qu'il a fait dans sa vie, particulièrement de la course à pied, des avantages qu'il a vus à exercer la course à pied, avoir la discipline d'exercer la course à pied dans sa vie, comment ça l'a amené ailleurs, personnellement et en affaires. Aussi, il va nous faire le parallèle entre le monde de la course et le monde corporatif et la vie en général. Donc, c'est très, très intéressant. Il nous parle de ses défis 2019. Il nous parle aussi à quel point c'est important d'avoir des défis à chaque année pour se dépasser et pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc, Patrick, un gars pas mal inspirant qui vient nous parler aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute des machines. Merci d'être toujours présent. Merci de partager les épisodes. Merci de vous laisser inspirer. On est super content de vous avoir parmi nous. Alors, laissez-vous inspirer par Patrick Charlebois. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Cette semaine, Patrick Charlebois. Patrick, merci d'être là. Merci. Patrick, bon matin. C'est la deuxième tentative. Ouais, la première fois, il n'y avait personne quand il est venu. Et voilà. On a mal coordonné la première fois. Patrick s'est présenté à la porte, puis il m'a appelé, il dit « Écoute, je suis là pour l'entrevue. » J'ai dit « Attends un peu, on a un problème aujourd'hui là, parce que je sais pas. » Stéphanie règle ça. J'ai dit « Stéphanie, règle ça. » Alors, merci d'être là. Bien content d'être là pour une deuxième reprise. Ça démontre à quel point j'avais hâte de vous rencontrer. T'es connu pour le premier Canadien Oui, qui a fait le World Marathon Challenge. exact. C'est arrivé quatrième, hein, je pense. Quatrième, ouais. Je pense que c'était pas l'année que Ryan Hall il l'a fait. Ryan Hall, Il a Michael fini Wardian. cinquième, je pense. Ryan Hall, oui, je l'ai battu Ouais. de quelques minutes, effectivement. Ça, c'est une idole de jeunesse, là, Ouais. Ryan Hall. Là. C'est sûr qu'il est plus au top de sa forme, mais il est quand même 15 ans plus jeune que moi. Là. Ouais, c'est Ouais. plus jeune que toi. C'est drôle, c'est une idole de jeunesse, mais c'était... Puis qui courait quand même 2 heures, je sais pas, il a fait quoi, Il fait 2h04? 2h04. Ouais, C'est un ça. marathon. Puis 59 minutes sur un demi-marathon. Wow. Puis là, je pense que sa moyenne, c'était comme quasiment 3h30. Ouais, ben quand il a terminé, je m'en rappelle, le premier marathon des 7 là, en Antarctique, Ouais. il avait fait quelque chose comme 3h20. Puis je suis rentré dans la tente après lui, puis il riait de ça parce qu'il dit j'ai fait 1h20 plus haut que mon PB, comme mon meilleur temps à vie, qui était 2h04 à Boston. Fait qu'il trouvait ça lui-même drôle. Il était plus vraiment au même niveau qu'avant. Mais l'Antarctique aussi, courir dans la neige, pour un C'est pas pour tout le Californien, c'était déjà un choc. Ouais. Pour lui, c'était un exploit de l'avoir fini. Patrick, parle-nous un peu de... Parce que je sais que la course à pied a toujours fait partie de ta vie. Tu es un homme d'affaires aussi. Parle-nous un peu de la course à pied, puis comment ça a évolué dans ta vie, puis comment tu as arrivé à faire ce défi-là de 10 marathons en 10 jours. Ben moi, la course à pied, c'est vraiment dans moi, là, depuis que je suis jeune, que je cours. Moi, j'ai un frère jumeau avec qui je compétitionnais. C'est toujours intéressant, puis je pense que toi aussi, t'es un frère jumeau. Il y a une rivalité quand même qui est saine, hein, parce qu'on est toujours comparés quand on est frère jumeau constamment. Puis les gens, ils font pas exprès, là. Ils vont toujours, les professeurs à l'école ou les entraîneurs, ils vont toujours dire, ben, Patrick, il court plus vite que Sylvain, ou Sylvain, il est meilleur en mathématiques que Patrick. Mais pourtant, il est meilleur probablement que tout le monde dans la classe, mais il va toujours être comparé par rapport à son frère. Puis c'est la réalité d'être jumeau. Et j'ai parti comme ça dans la vie, à toujours être en compétition, sans vraiment le vouloir. Puis j'ai adoré la compétition, j'ai toujours aimé compétitionner. Quand on met un numéro de dossard sur moi, je me transforme comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Là, je veux vraiment toujours gagner. Puis même si je dis c'est juste un entraînement, puis C'est jamais vraiment un entraînement. exactement. Puis même je me connais tellement maintenant que là je cours souvent. Je suis invité dans des courses pour parce que les gens m'invitent là. Puis j'insiste pour ne pas mettre de dossard. Pas justement embarquer dans l'espèce de compétition puis de vouloir battre toujours le gars qui est à côté de moi. Là. Ouais. Je trouve ça sain quand même de juste
de mettre un pied devant l'autre, puis de courir, puis de s'amuser. Puis je suis là-dedans présentement parce que j'ai pas encore de défi précis pour 2019. Quoique j'ai quelques idées là, pour cette année. Mais je suis pas encore fixé. Fait que je suis encore dans le mood on court pour le fun. Exactement. On s'amuse, puis moi j'appelle ça le pace du bonheur. Là. Ouais. Pourquoi tu penses que du monde comme toi, et moi je me considère comme... Est-ce que tu connais David Goggins? Ça me dit que c'est un autre qui me dit quelque chose. Il a fait Badwater, il a fait un paquet de courses d'ultra, mais on a un besoin de se mettre un défi à chaque année. Toujours. Faut faire quelque chose de plus pour pousser les limites à chaque année, sinon on veut jamais s'asseoir sur le passé. Tu sais, il y a du monde des fois qui ont dit écoute, moi j'ai joué au hockey quand je suis à l'école secondaire, puis là ça reste comme l'accomplissement, même quand il y a 50 ans. Puis nous autres, il faut tout le temps s'appuyer sur un nouveau défi à chaque année pour dire écoute, je sais que je suis capable de faire ça, imagine ce que je peux faire d'autre dans toutes les sphères de ma vie. Exact. C'est comme ça que tu vois ça aussi? Ben non seulement ça, c'est que oui, il faut toujours, je pense qu'il faut se donner des objectifs pour se motiver, un. Puis deux, moi j'ai quand même un horaire extrêmement chargé, soit au travail ou dans mes... moi, je suis vice-président de la commission scolaire chez nous. Je siège sur 6 conseils d'administration au cégep, fondation de l'hôpital. J'ai beaucoup d'implications. Puis à un moment donné, il faut justifier le fait que je tasse beaucoup de choses pour de l'entraînement. Mm-hmm. Là, les gens me disent, pourquoi tu cours 15-20 km par jour? Tu bloques 2 heures de ta vie à chaque jour pour l'entraînement. Pourquoi tu fais ça? Mais à un moment donné, pour paraître comme quelqu'un de sain d'esprit, faut que je dise, ben, j'ai telle affaire à faire cette année. Je m'en vais faire 10 marathons dans 10 provinces en 10 jours, ou je m'en vais faire un marathon au Chili, ou je m'en vais faire telle affaire. Mais si je dis à la personne, ben, je cours pour le fun. Pour le fun, 2 heures par jour, il va penser que je suis pas trop sain d'esprit. Fait que c'est aussi de me permettre de trouver des excuses, comme au party de Noël, des fois, je peux être plate, je bois moins ou pas, puis je me couche de bonne heure. C'est la réalité d'athlète, là. Ouais. Quand on s'entraîne pour des Ironman, là, quand il arrive 10 heures, souvent, on t'offre pas les nouvelles de soirée, de fin de soirée, là, parce que on s'endort assez rapidement, puis on se lève tôt le matin. Ça, c'est la réalité de personnes qui ont des horaires chargés ou qui s'entraînent. Alors oui, c'est important à chaque année de se fixer des objectifs pour s'alimenter ou alimenter cette bébête-là qui est dans nous. Qui toujours cette volonté-là de se dépasser. Puis aussi dans notre entourage pour dire, ben, laisse-les faire, ils s'entraînent pour telle affaire. Un autre affaire. Un autre affaire. Ouais. Un autre affaire. Est-ce que tu penses que le fait d'être jumeau a nourri ça, cette affaire-là? Parce que je regarde un paquet de gens qui ont bien réussi dans la vie. Soit en affaires, soit des athlètes. Non? Qui ont bien réussi, qui sont des jumeaux. Ah! Si tu regardes Grant Cardone, qui est connu, tout le monde le connaît, ces temps-ci, c'est lui qui a écrit Tenix. Il y a un frère jumeau. Puis, ce qu'il disait souvent, c'est qu'il disait qu'il y avait tout le temps quelqu'un avec qui se mesurait. Il disait, écoute, il fait ça, j'ai pas le choix de faire ça moi aussi. Fait qu'il y a comme quelque chose en nous qui fait en sorte que tu as tout le temps le goût de nourrir ça. Tu penses-tu que le fait d'être jumeau, ça nourrit ça? Ben, on a fait, moi et mon frère, une émission dans une autre station de radio, justement, en décembre. C'est la première fois, en fait, que vous faisiez une émission ensemble, en même temps, ensemble, dans le même studio, puis on a trouvé ça quand même intéressant comme exercice, puis j'en parle dans mon livre, évidemment, du fait qu'effectivement, j'ai un frère jumeau. Lui, il a toujours, au niveau médiatique, il a jamais parlé de cet aspect-là, parce que lui, c'était vraiment... lui, c'est au niveau de l'agroalimentaire, puis il intervient toujours dans l'espace médiatique par rapport à ça, sur ce sujet-là. Puis moi, souvent, les gens dans mon domaine, ils veulent savoir c'est qui cette bébête-là, là, d'où ça vient, pourquoi il fait ça. On comprend pas. On essaie de comprendre pourquoi que ce gars-là court 7 marathons sur 7 continents, 7 jours, où il se donne des défis de fou. Puis il essaie de découvrir c'était quoi. Puis là, l'aspect d'être jumeau ressort souvent. Puis oui, moi, j'y crois beaucoup que le fait d'avoir un frère jumeau contribuer significativement à ça, à vouloir toujours se dépasser, puis parce que, comme je l'ai dit tantôt, on est toujours comparé. Je me vois encore à 6 ans, 7 ans au magasin de la ville de Farnham, parce qu'on vient de là. Ouais. Ma mère qui se promène avec nous dans les magasins, puis à un moment donné, il y a une madame qui nous voit, on est des jumeaux,
qui appelle « Hey, Ginette, viens voir les jumeaux, regarde! » Ils ont les oreilles pareilles, Une curiosité, hein? Ben oui, puis là, on est là, nous autres, comme des plantes vertes qui attendent que ça finisse le traumatisme. Mais on était habitués toujours à se faire comparer, puis j'imagine que inconsciemment, cette comparaison-là nourrit ça, cette volonté-là de se dépasser, de toujours compétitionner. Mais je pense que ça a toujours été sain entre moi et mon frère. Ouais. Mais dans certains cas, ça peut sûrement pas l'être, ça. Là. Moi, j'ai toujours dit, jumeaux, c'est tout ou c'est rien. Tu t'entends bien ou c'est couteau tiré. Ben, C'est ce que j'ai vu autour de moi. Ben, nous autres, on a vraiment, à partir du secondaire, on s'est séparés. Lui a fait son collège militaire, moi, j'étais allé au collège Brébeuf. On a vraiment fait notre propre vie et ça a été bon. Ça a été J'ai bon. fait exactement la même chose. C'est drôle, hein? Tu parles de ça. Mais je pense que c'est bon parce qu'on... Tu te retrouves après. Ouais. Tu passes à travers la phase d'adolescence, tu te retrouves après, puis tout le monde est défini dans ce qu'ils sont. Exactement. Puis justement, quand on fait l'exercice au mois de décembre, de voir pourquoi que... Parce que lui, il est intense dans ce qu'il fait. Moi, je suis intense dans ce que je fais. Puis c'est là qu'on retrouve des ressemblances. Mais on est dans deux domaines complètement différents, là. Alors, c'est ça. Je pense que ça a été bon qu'on se sépare parce que je voyais au secondaire, en rétrospective, que il était beaucoup dans mon ombre, mon frère. Souvent, les choses passaient sur mon dos. Quand c'était bon, c'était le fun. Mais quand c'était moins bon, les profs, ils pensaient que c'était toujours moi qui faisais les mauvais coups. C'était toujours Patrick qui faisait les mauvais coups. Des fois, Sylvain faisait des mauvais coups, mais ça passait sur mon dos parce que je prenais tout l'air. Puis ça, je pense que ça... mon frère, peut-être moins... il était complaisant. Là, il s'en plaignait pas. Mais je pense qu'il s'est épanoui vraiment quand on s'est séparés. Ça a été vraiment bénéfique pour les deux. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est... mais aujourd'hui, je vois des jumeaux, la plupart que je connais, surtout des filles, ils font tout ensemble, tout le temps. Ils ont été ensemble au primaire, au secondaire. Comme les jumelles Puntus. Ouais. Exactement. Ils courent, puis ils ont une seconde de différence quand ils courent. Ils vont prendre des 5 à 7 ensemble, habillés pareil. Ouais, ça devient, c'est quand même particulier, là, comme façon de vivre. Moi, j'aurais pas été capable de vivre de cette façon-là. Je pense qu'on est des individus avant tout. Mais, tu sais, quand on regarde, aujourd'hui, j'ai 48 ans, il y a 4 enfants, j'ai 4 enfants. Lui, il s'épanouit, il est très bon dans ce qu'il fait. Moi, je suis très bon dans ce que je fais. Je trouve que on est des super puissances, en fait, quand on vient ensemble. Là. C'est quand même assez fort parce que je suis conscient que quand il va dans l'espace médiatique, ben, ça profite à moi aussi. À quelque part. Parce que les gens pensent que c'est moi qui passe des journaux. Ils disent, comment ça que tu parles de la vache folle? Tu parles du cannabis qui est légal, puis tu cours des marathons. Seigneur, ça n'a pas de bon sens quand t'es en plein d'affaires. Non, ça c'est mon frère. Ah ouais, t'as un frère jumeau. Alors, des fois, ça peut être assez cocasse. Écoute, assez cocasse que moi, au secondaire, en secondaire 1, le prof d'éduc, il rencontre ma mère pour les bulletins, puis il dit, voici le bulletin de votre garçon. Ben, j'en ai 2. Il dit, il y en a 2. Puis la session, j'avais marqué qu'il y avait 2 jumeaux qui faisaient 2 cours différents, fait qu'il a fait un bulletin. Ah ben. La moyenne des 2. C'est bon. Ça, c'est vraiment un avantage. Il y a une anecdote, justement, quand j'ai été invité au 50e anniversaire de l'école secondaire où j'ai gradué. Ils m'ont réinvité comme président d'honneur d'un souper au mois de décembre. Puis c'est quand même particulier, hein, quand on est réinvité. Moi, quand j'ai gradué de l'école secondaire, jamais. Tu m'avais dit, 30 ans plus tard, on va t'inviter comme président d'honneur. Non, ça arrivera pas. J'ai tellement fait des mauvais coups, là. J'ai dit, ils me réinviteront pas ici, c'est sûr. Mais j'ai conté une anecdote. Moi, mon frère jumeau, la seule fois qu'on a été dans la même classe, physiquement dans la même classe, c'est en maternelle, puis en secondaire 5 en français. Parce que c'est arrivé comme ça. Mais en français, il y a une fois, on avait un examen oral à faire. Fallait réciter un texte avec plein de sigles dans le texte. Fallait apprendre par cœur. Comme par exemple, il y avait FTQ, fallait dire Fédération des travailleurs du Québec. Puis il y avait plein de sigles comme ça. Mon frère, il s'en va en avant, il récite son texte avant la récréation. Puis moi, je passais après. Mais moi, j'avais pas étudié. Là. J'avais pas fait ça. J'avais pas étudié.
Fait que ça allait pas trop bien, puis j'étais pas trop bien dans ma peau, là. Puis à la récréation, j'ai dit à mon frère, ça te tente de faire un petit 20$ vite? Fait qu'il s'en va, il met mes lunettes. Ben, j'avais des lunettes. Il met mon chandail, on change de chandail. Fait qu'il rentre dans la classe. Là, il s'en va en avant, à ma place. Puis là, il commence à réciter son texte. Puis évidemment, tout le monde le savait dans la classe que c'était Sylvain qui faisait prise 2, là. Puis le professeur, il était là assis puis il écoutait. Puis à un moment donné, les gens, ils se mettaient. Mon frère Sylvain s'est mis à se tromper, mais d'une façon intentionnelle. Il était en avant, là, puis lui, il dit, je veux pas qu'il ait une meilleure note que moi, là. Alors, tu sais, il hésitait, mettons FTQ, de Fédération, c'est quoi déjà? Il était là, le monde riait. Là, le prof, il se lève. Il arrête la présentation. Puis il regarde les gens, il dit, là, vous allez arrêter de rire des gens qui sont en avant. Là, j'ai dit, moi, j'étais sûr qu'il m'avait pogné. Finalement, tout le monde est reparti à rire encore plus. J'ai dit, là, ça se fait, là, il y a un appel au camp. Finalement, mon frère, il a récité, mais j'ai passé sa fesse cette présentation-là, puis j'ai eu chaud. Moi, je bouillais dans ma chaise, je regardais, hey, toi, fais-moi pas couler, là. Fait que finalement, c'est une anecdote qui est bien le fun. Bref, c'est pratique d'avoir un frère jumeau. Puis quand j'étais allé à Brébeuf, c'était au mois d'août. Il fallait aller chercher son horaire. Puis vous connaissez un peu la mécanique de la rentrée. Là. Puis il faut se faire photographier pour la carte étudiant. Moi, j'étais à Banff cet été-là. J'étais en entraînement avec les cadets de l'armée à Banff. Puis je pouvais pas aller à la rentrée. Alors mon frère était là à ma place. Il s'est fait photographier pour la carte étudiante. Fait que toute l'année, je me suis promené avec la photo de mon frère. Bon. Wow. C'est pratique d'avoir un frère jumeau. Ben oui. On peut être à 2 places en même temps. Est-ce qu'il court lui aussi autant? Ou... Oui, Sylvain, oui, il court. Mais là, c'est sûr qu'aujourd'hui, il est moins bon coureur. Mais il est quand j'ai fait le 10-10-10 au printemps dernier, lui, il demeure à Halifax. Puis dans mon deuxième marathon était à Halifax. Oui, il a couru avec toi, hein, je pense. Il a couru avec moi, pas le 42,2 km, mais il a couru... je pense une bonne dizaine de kilomètres au début. Puis à la fin, il a fini la course avec moi. Ça a été un moment assez spécial aussi de courir avec mon frère. Là. Sans avoir couru tout le marathon au complet. Puis je courais quand même pas parce que j'avais 10 marathons à faire en 10 jours. Là. Je courais pas en 2h40. Là. Ouais, c'est ça. J'avais un pace d'après 3h, 3h10. Là. Déjà là, c'est très bon. Ouais, ben j'avais quand même un pace relax pour pouvoir courir avec lui. Mais le Blue Nose, là, ceux qui connaissent ce marathon-là, là, c'était pas... comme mon frère me dit, t'es pas fou de courir 10 marathons en 10 jours. T'es fou de courir le Blue Nose Marathon parce que c'est très côteux. Il y a du vent, il pleuvait. Ça a été un marathon... moi, j'en revenais pas. J'étais arrivé 10e sur 500 coureurs. Puis j'ai fait 3h10. J'ai pas fait un sub 3, là, pas du tout, là. Non, c'est un marathon qui était puis même, il arrive au 32e kilomètre. Dans un marathon, le 32e kilomètre, c'est là que ça commence, dans le fond, un marathon. Là. Il reste 10 kilomètres. C'est là que on peut frapper le fameux mur. Il y avait, écoute, une face de singe, là, une méchante côte à Halifax. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Puis je courais avec un gars qui courait moins que moi. Fait que je l'accompagnais parce qu'il venait d'Halifax. Il dit, moi, raconte-moi le parcours, moi, je vais te pacer. Un échange de bons procédés, là. Je vais t'aider à courir, puis dis-moi qu'est-ce qui s'en vient. Il dit, la prochaine côte, c'est la Pille. Ben, je dis, c'est impossible, là. On arrive à 32 km. Je te le dis, c'est la Pille. Fait que je vois ça. Le gars, avec qui j'étais, il a cassé. Le jeune avec qui j'étais, là, lui, il a cassé parce que voyons, on met pas une côte de même à 32 km, là. Mais c'est un parcours qui est assez difficile à Halifax. Mais le fait que mon frère était là, ça l'a amoindri la difficulté du parcours. Parle-nous de ce défi-là, 10 marathons en 10 jours. Pourquoi? Ce que ça représente comme logistique aussi. Ouais. De faire ça. Pourquoi t'as fait ça? C'était pour... ça, hein? Ouais, ben c'était en fait un volet canadien du World Marathon Challenge. D'ailleurs, il s'appelle le Canadian Marathon Challenge. C'est... parce que le Canada, en soi, c'est quand même un grand pays. C'est quand même curieux là, quand on fait d'un océan à l'autre, là, c'est quand même grand, là, le Canada. Là. Puis, en même temps, ben, il y avait Terry Fox, la fondation Terry Fox.
J'ai couru pour la fondation Terry Fox. C'est pour ça que de médiatiser ces défis-là, moi, quand je le fais, c'est surtout pour ramasser des sous. Là. C'est pour inviter les gens à donner à la fondation. C'est ce que j'ai fait au 777. Le World Marathon Challenge. On a ramassé au-dessus de 100 000 là, pour l'hôpital chez nous. Les gens ont été super généreux. Puis avec Terry Fox aussi, on a ramassé des sous d'un océan à l'autre. Puis j'ai vécu vraiment le trip Terry Fox total. Là. Quand on était à Terre-Neuve, j'étais allé dans l'océan Atlantique. On a ramassé de l'eau. Comme Terry Fox avait fait, 2 bouteilles. Une bouteille qui gardait, puis l'autre bouteille qui était pour jeter dans l'océan Pacifique, une fois rendu là-bas. Malheureusement, pour lui, il s'est pas rendu. Mais on a fait la même démarche que Terry Fox. Puis Radio-Canada avait vraiment fait un beau reportage là-dessus en mettant en parallèle Terry Fox en 1980. Puis moi, elle me disait, faites ces gestes-là. Moi, je comprenais pas vraiment pourquoi, mais elle me faisait faire exactement ce que Terry Fox a fait dans l'océan Atlantique. Exactement au même endroit. Wow. Et on a couru exactement dans la même dans les mêmes rues à Saint-Jean-Terre-Neuve. Wow. Ouais. T'as pas couru une partie avec le frère de Terry Fox? Ouais, Darryl Fox, avec qui il a fait le marathon de l'espoir. Lui, il m'a appelé la veille à Terre-Neuve pour me souhaiter bonne chance, puis qui m'attendait à Vancouver. Parce que lui vient de Vancouver. Puis quand j'étais arrivé au 10e marathon, lui, il a suivi mon parcours, puis au 10e marathon, je faisais une trentaine de kilomètres, puis il venait me rejoindre pour un dernier tour de Stanley Park pour finir le défi. Puis après ça, écoute, ça a été un moment très, très fort. Là. Finir comme ça, c'était incroyable. Puis ce qui a été le moment encore plus fort, c'est qu'après, ben là, on a eu droit à la tournée, moi et mon équipe, parce que j'étais accompagné de 3 autres personnes. On a fait la tournée Terry Fox. On était allé à la fondation de Terry Fox. On était allé à son école primaire, où est-ce qu'il s'entraînait pour le marathon de l'espoir. Évidemment, on est allé au cimetière où il a été enterré, lui et ses parents. Fait que ça a été quand même assez spécial comme moment là, de vivre ça avec Darryl, parce que Darryl Fox, c'est probablement le plus proche qu'on peut être de Terry Fox. C'est lui qui a fait vraiment le marathon d'espoir avec son frère. Mais la logistique de faire ça, est-ce que c'est très complexe de faire 10 marathons en 10 jours au Canada? Ben c'est complexe, puis curieusement, c'est assez cher parce que voler. Les vols internes, c'est super cher. Ah oui, parce qu'on prenait toujours l'avion, sauf pour 2 volets comme Moncton puis Halifax, c'était en auto. Puis Montréal, Toronto, on l'a fait en train parce qu'on courait au centre-ville, canal de la Chine à Montréal. Et on courait sur le bord de l'eau aussi à Toronto. Donc, le train, c'était parfait là, de partir en train. Mais le reste, on le faisait en avion. Puis, à voyager à 4, c'était quand même assez dispendieux. On a eu des commanditaires assez généreux qui ont payé une partie des frais, effectivement. Mais c'est des hôtels. Honnêtement, c'est là où on gagne, c'est les fuseaux horaires, puis c'est le sommeil. C'est ça. On a plus de... C'est pour ça que mes performances étaient meilleures. J'ai fait quand même 2 marathons en bas de 3 heures dans la série de 10. Même à Vancouver, pas à Vancouver, Calgary, qui est un marathon officiel, j'ai fait 2h58. Wow. 20e sur 1000, mais j'avais couru comme 8 marathons avant. Là. Puis il y avait un marathon à faire le lendemain, fait que je me suis retenu un peu. Fait que le sommeil, c'est important, là. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait une grosse différence entre le World Marathon Challenge, où on dormait à peu près pas. Ouais. Moi, j'étais avec Michael Wardian, on avait un avion, mais un avion, on dort pas vraiment. On est tellement sous l'adrénaline, puis on est tellement... puis dans l'avion, on dort mal. Ouais. On mange beaucoup. On essaie de manger le plus possible. Puis on essaie de dormir, il y a de la turbulence, puis on avait un petit avion aussi, on avait un... Vous étiez combien? On était 50 dans l'avion. Okay. Mais le problème des petits avions, c'est qu'il faut toujours que tu mettes du gaz. Tu peux pas faire un vol Dubaï, Sydney sans arrêter à Jakarta pour faire le plein, là. Fait que c'est toujours en train de monter puis descendre pour tu peux pas vraiment... Puis là, faut que tu redresses ton siège, faut que tu t'attaches.
Tu peux pas vraiment avoir une bonne nuit de sommeil, là. J'ai dormi peut-être 12 heures dans une semaine. Wow. Michael Wardian, on est arrivé à la même conclusion, on a dormi à peu près 12-13 heures en une semaine. Fait que ça là-dessus, au niveau du sommeil, ça paraissait, là. Au niveau des performances, là. Parce que dormir, c'est ce qui est à peu près le plus important. Ça aide à récupérer aussi, là. Dormir et manger. Manger, mon entraîneur me disait tout le temps, ce que tu fais, c'est pas un concours de vitesse, c'est un concours de mangeur. Quand tu dépenses 5-6 000 calories par jour, là, faut que tu manges. Puis beaucoup. Puis t'as pas le goût de manger. C'est un coupe-faim, là. Fait que c'est pour ça que il dit celui qui va manger le plus, c'est lui qui va gagner. Puis il avait raison. Il avait vraiment raison. J'avais un protocole à suivre avant, pendant, après. Ouais. Très, très serré. Puis je l'ai respecté à la lettre. Ça a été vraiment le secret. Qui est ton coach? C'est Joël Bourgeois de Québec qui maintenant entraîne plus les athlètes amateurs comme moi. Là. Il est rendu avec le Rouge et Or. OK. Il est entraîneur pour le Rouge et Or. C'est très, très compétent. Il a fait les Jeux olympiques d'Atlanta et de Sydney. C'est un bon coureur. Là, oui. Lui-même, c'est un très, très bon coureur. Un coureur de trail, plus de trail que de route comme moi. Est-ce qu'un ultra, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Ou... Ben, ce qui est le fun d'un ultra, c'est que c'est en 13. La difficulté dans ce que j'ai fait, c'est une forme d'ultra dans le fond. C'est sûr. Mais c'est sa route. Sur la route, il y a beaucoup de risques de blessures. Beaucoup, beaucoup. C'est sur asphalte. Tu sais, se taper 10 marathons en 10 jours sur asphalte, là, n'importe quel coureur qui connaît ça, là, ah non, c'est sûr. c'est suicidaire. Là. Non, tu peux vraiment te faire mal. D'ailleurs, moi, j'ai fait le 10-10-10 au mois de mai 2018. Puis je suis encore aujourd'hui en récupération. J'ai encore des micro-blessures à gérer là, suite à ça. Moi, c'est probablement terminé. Là. Les marathons successifs comme j'ai fait, d'après moi, j'en ferai plus. Parce que c'est trop risqué. C'est demandant aussi. Pour la trail, ce qui est intéressant, les ultras sont souvent en trail. Il y a les deux, là? Ouais. Ben, sur l'asphalte, il y en a-tu? Il y en a beaucoup. Ah, sur l'asphalte? Le premier Juste- tentative, c'était ça, nous autres. Ah ouais? Même le Badwater, c'est juste l'asphalte. Là. C'est combien de kilomètres? ça? 217. 1000. Sur l'asphalte? 217 km, 135 000. Ouais. 135 000. Sur l'asphalte. Ouais, ça. Avec, il doit faire 50 aussi. Ben, il doit pas faire ça à chaque année. OK. Ouais. Tu pars du point le plus bas au monde, Death Valley. Puis tu t'en vas vers... Ah, ça monte dans l'altitude. C'est quand, ça? Ça se donne la Ça fin tente? juillet. Non, ben, C'est mon ça doit rêve. pas être au mois d'été. Ça doit Ben, pas être l'été. c'est le ça. moment le plus chaud, c'est le moment le plus chaud. 27 juillet. Puis Hein? les amateurs, la première année vont partir à 6 heures. Ceux qui ont un peu d'expérience partent à 8 heures, mais les pros partent à 10 heures pour qu'ils partent dans le plus chaud. Oh my God. C'est Ouais, mon c'est but pour parce que c'est 2020. chaud, là. Ouais. Ils appellent pas ça Death Valley pour rien. Non, c'est ça. Ben, à 6 heures, ça doit être quand même correct, mais il fait chaud pareil. Ben, il finit par faire midi quand même. Puis c'est sec. C'est sec. Ouais. Faut que tu boives beaucoup là, dans ce genre Mais d'environnement-là. c'est moins pire sec que. C'est un petit peu comme en Arizona, elle qu'on a fait. C'était sec. Parce que l'ultra, c'est un autre minding. Moi, c'est sûr que quand on fait je suis encore en mode compétition. Ouais, là. c'est ça. T'sais, le chrono, pour moi, c'est encore, malheureusement, là, Important. important. Puis éventuellement, quand je vais m'apercevoir, je suis rendu trop vieux, puis là, à un moment donné, faut passer à autre chose. Là. Faut courir plus pour le fun. Ben, puis ce jour-là s'en vient rapidement, d'après moi. Là. Je vais probablement me recycler dans la trail, dans l'ultra, justement, pour vivre comme Patrice Godin, qu'on connaît bien. C'est un gars qui est comme ça. Puis éventuellement, ça va arriver. Là. Soit triathlon, par plaisir, sans vraiment regarder le chronomètre. Ça, je te crois pas, là. Ouais, c'est ça. Quoi ça? Pas que tu as regardé le chronomètre. C'est sûr que j'aime ça arriver quand je fais des courses là, comme ça. Là, quand tu te sens un peu compétitif, là. Mais il y a des jeunes qui souffrent pas mal dans tu sais, j'ai fait un marathon au mois d'octobre là, à Bécancour. Honnêtement, je pensais de gagner, puis j'étais arrivé 3e. C'est un gars de Québec qui est arrivé, puis tu sais, à 48 ans, là, ça arrive, là. Ouais. Je suis plus vers la fin qu'au début, là. Je comprends.
T'sais, des gars de 35, 40 ans, là. Wardian, lui, il est au pic de sa forme. Lui, il est à 43 ans. Il refait en passant le World Marathon Challenge. Puis Peter Fabrouzek aussi, avec qui j'ai couru, que j'ai battu une couple de fois. Là. Wardian, je l'ai jamais battu. J'ai jamais battu, mais écoute, c'est un athlète incroyable. C'est un des 20 meilleurs ultra-marathoniens au monde. Wardian, là. C'est une bonne capacité à récupérer. Ah, c'est vraiment une machine. Il va essayer de battre son record du monde. Là. Il a fait une moyenne de 2h45. Juste en faire un jour à 2h45. 2h45. C'est déjà bon. 7 fois, là. Ouais. En moyenne. Ouais, c'est impressionnant. Ah, Puis là, il va essayer de le battre. Bon. Dans 15 jours. Là, on va suivre. Dis-moi, Patrick, être l'enfant d'un parent overachiever, c'est comment pour un parent puis c'est comment pour un enfant? Dans quel sens? Pour tes enfants. Pour tes enfants. Pour mes enfants, écoute, j'ai jamais eu vraiment cette discussion-là avec eux, mais je présume qu'ils sont probablement tannés de se faire poser la question. Cours-tu comme ton père? T'es-tu comme ton père? Parce qu'on me pose la question, tes enfants sont-tu comme toi? Fait que je présume qu'eux aussi, ils se font poser la question. Puis d'après moi, c'est un fardeau parce que eux autres aussi, il faut qu'ils s'épanouissent dans d'autres choses. Mes parents, c'était pas des coureurs. Là. Moi, j'ai décidé de courir. Je veux pas leur imposer ça non plus. Je regarde mes deux plus jeunes, les jumeaux, c'est des athlètes. Ils jouent au football 3A, ils jouent au basketball 3A. C'est vraiment puis au baseball 3A. C'est des athlètes vraiment accomplis. Ils sont meilleurs athlètes à 15 ans que moi, je l'étais. Vraiment, je regarde aller. Là. Puis, l'important pour moi, c'est qu'ils bougent. Puis qu'ils soient bons. Ou en tout cas, qu'ils donnent un effort. Ils donnent un effort. Il faut qu'ils fassent de leur mieux. Exactement. Moi, la course, moi, à l'époque, des années 80, là, les sports organisés, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait pas grand-chose pour... moi, je restais à Farnham. Puis la course à pied, c'était accessible à l'époque. Puis c'était dans la période du no pain, no gain, là, où on courait n'importe comment, puis tout croche. Tout le monde se faisait mal. Puis il fallait que tu ailles mal là, pour que ça soit bénéfique. Là. C'était fou. On était un peu stupides à cette époque-là. Puis la course à pied a connu une grosse baisse dans les années 90. Puis on a vu une hausse depuis les années 2000. Beaucoup de monde sont remis à courir, mais de façon beaucoup plus intelligente. On est mieux équipé qu'avant, on est mieux informé qu'avant, on a des meilleurs souliers. Moi, je courais avec des Adidas, la semelle était dure comme la table. ça a aucun sens, là. Puis je courais avec l'armée aussi, je faisais des cadets. Fait que c'était fallait être tough, puis c'était pas intelligent, là, la façon qu'on faisait ça à l'époque. Mais aujourd'hui, on est mieux équipé que dans le temps, puis tant mieux. Là, on voit qu'il y a quand même une baisse là, au niveau de la course à pied, mais c'est pas dramatique. Là. On est en bas du maximum. Je pense qu'il y a un demi-million de personnes, parce qu'on le quantifie comme ça, un demi-million de personnes aux États-Unis qui ont terminé un marathon l'année passée. C'est-à-dire en 2013-14, puis on voit une baisse. Là. Mais c'est pas dramatique. Là. Ça risque de remonter éventuellement. Mais tant mieux, parce que ça s'est démocratisé énormément, la course à pied. Mais c'est accessible, dans le sens. C'est accessible. Tu peux être en voyage, tu peux... Moi, j'arrive de voyage 14 jours dans les Caraïbes. J'ai couru à tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est facile, là. Avoir un vélo, quelqu'un qui fait du vélo ou de la natation, c'est plus compliqué, là. Faut que tu traînes ton vélo en voyage, c'est pas évident. Puis les entraînements sont longs aussi. Ouais, c'est ça. T'sais, 1 heure de vélo, c'est-à-dire 1 heure de course, ça équivaut à 3 heures de vélo, ou à peu près, en termes de dépenses énergétiques. Fait que c'est sûr qu'un gars occupé comme moi, là, puis je sais que toi, tu fais de Ironman, c'est absolument incompatible avec mon horaire. Ouais. Mais j'en fais plus à cause de ça. Moi, je fais juste la course à pied, les ultras. C'est ça. Parce que c'est beaucoup de temps. C'est un mode de vie. Là. Ouais. C'est beaucoup de temps, mais tu sacrifies plus d'affaires. Parce que quand tu vas faire du vélo, faut que tu sortes pour une couple d'heures. T'as pas le choix, sinon ça paye pas. Natation, faut que tu ailles à une piscine pour nager. Le déplacement prend beaucoup de temps.
Fait que si la course à Exact. pied, tu sors, moi je sors à 4 heures du matin d'ici, mais à 5 heures, je suis revenu puis c'est fait, là. C'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là aussi pour la famille, pour un paquet de considérations. C'est sûr que la course à pied, c'est hyper productif. Ça prend moins de temps. C'est pratique, c'est accessible. Tu peux couper aussi. Bon, Ouais. 45 minutes là, 1 heure plus tard. Puis... Exactement. Mais à Ironman, j'ai jamais voulu aller là parce que, puis évidemment, tout le monde me pose la question, tu vas-tu faire des Ironman? Je suis trop occupé. Mhm. Je suis trop occupé. Oui, je pense que le monde a aussi... c'est mythique un Ironman. Tu sais, le monde voit le nom, le monde qui connaissent pas ça nécessairement dit hey, tu sais, ils posent la question tu fais un Ironman. Puis souvent je leur dis j'ai fait pire que ça. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait pour toi, t'as fait pire que ça parce Ouais. que m'a dit à faire 10 marathons en jour, c'est pire. C'est pas mal que- pire que faire un Ouais, ben. Ça fait plus mal, là. C'est quand même quelque chose, un Ironman. Là. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font Ironman, mais encore là, moi, avec l'espèce d'esprit de compétition, moi, je vais aller à Kona. Là. Ouais, c'est Ah, ça. Exact. Puis Si ça, je fais un Ironman, je m'en vais à tantôt, Kona. tantôt, t'as dit c'était pour le fun. Puis Ce là, sera là, c'est jamais plus pour le fun. Ben, moi, j'ai un de mes amis, Steve Carpentier, qui est Ironman, Ouais. qui est allé à Kona, puis qui entraîne Ouais, des ouais. gens qui ont jamais fait d'Ironman. C'était pas un militaire, ça? Steve Carpentier, non. OK. Non, c'est un gars, c'est un de mes amis vraiment. Puis Ok. lui, à chaque année, il embarque, ça va être super bon. Puis, ben j'ai dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Puis honnêtement, je vais aller à Kona. Ah, Si je le fais là, je vais aller à Kona. Ça veut dire que c'est 25 heures semaine. Ouais. Là. Ouais. Mais là, pour l'instant, je peux pas me permettre. J'ai pas ce temps-là, malheureusement. on n'a pas vraiment parlé de ton travail. Est-ce que tu crois que ça t'aide d'avoir une discipline, là, de t'entraîner? Là? Dans le fond, tu as toujours été discipliné là, Ouais. au niveau là, de tout ce qui est en affaires, dans le fond. Ouais, ben, dans mon domaine, moi, je suis gestionnaire de portefeuille à la financière Banque nationale. On a à gérer des actifs, mais aussi on a du développement d'affaires à faire. On a des clients à aller chercher. Puis je suis appelé à faire beaucoup de conférences dans des compagnies. Je publicise pas parce que je ferais ça à temps plein. Mhm. Là. Mais je suis appelé souvent pour des compagnies qui veulent un conférencier pour parler, pour inspirer les employés dans un contexte XYZ, peu importe. Puis souvent, ben j'ai des gens qui apprennent que je suis gestionnaire de portefeuille, puis ils me connaissent, puis souvent ils font appel à mes services pour ça, parce qu'ils m'ont connu comme athlète. Donc, pour le développement des affaires, c'est Ça excellent. Bon, oui, c'est vraiment très, très bon. Puis c'est sûr qu'au niveau de la rigueur, la discipline, on voit le parallèle évident. Là. Mhm. Évidemment, quand on parle de bourse ou de placement, puis de rigueur, puis de stratégie, moi, je dis souvent à mes clients qui ont des placements, quand la bourse est moins bonne, comme on a connu l'année passée, 2018 n'a pas nécessairement été une bonne année au niveau des placements. Ben, je dis souvent à mes clients, on a adopté une discipline, puis peu importe la discipline qu'on prend, on la choisit et comme on dit en anglais, on stick to it. On la conserve. En entraînement, c'est pareil. Il y a des matins qu'on se lève, ça ne tente pas tout le temps d'aller courir. On a beau dire que c'est une passion, mais Il y a des matins que c'est moins une passion. c'est moins une passion. Puis C'est une obligation. c'est une obligation, mais on l'a écrit à quelque part, puis on a un programme On à se commit suivre. à le faire. Puis on voit en bout de ligne qu'est-ce qu'on... Tu sais, on a une recette là, qui a été prouvée, qui fonctionne, puis il faut la suivre. Mhm. C'est la même chose en placement, c'est la même chose en entraînement. Il faut vraiment se donner cette discipline-là. Puis je dis souvent, quand on s'entraîne, on a toujours le livre des excuses qui est dans notre bibliothèque. Il dit, ben, c'est vendredi soir, on est fatigué, ça ne tente pas. Il y en a plein d'excuses là, pour pas suivre le plan. Mais le secret, c'est simple, c'est de prendre ce livre-là puis de le jeter aux poubelles. C'est simple. Puis je dis souvent, c'est le plus gros livre que vous avez dans votre bibliothèque. C'est pas le dictionnaire, c'est pas une encyclopédie, c'est le livre des excuses. Prenez ça puis jetez-le aux poubelles. Ouais, c'est bien dit, ça. Pour 2019, as-tu des défis qui mijotent dans ta tête un peu? Ben j'en ai un en particulier qui est au mois de novembre. J'étais encore en réflexion par rapport à ça. C'est il appelle ça le Volcano Marathon, qui est un marathon en haute altitude dans un désert à 4000 pieds d'altitude, qui est au Chili. Donc ça
Ça risque d'arriver, c'est pas encore confirmé, là. C'est une question de budget aussi, là. C'est quand même pas donné. Puis il y a le pôle Nord, là, qui m'intéresse aussi. Ah ouais? Ouais, courir au pôle Nord. Ça, c'est la seule place, finalement, qui me reste. J'ai vu qu'il y avait un marathon en Ukraine cette semaine. T'as-tu vu ça? En Ukraine? Ouais. Non, c'était pas... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était pas En Antarctique. Non, c'est... je peux te le trouver. Attends un petit peu. En Ukraine. Écoute, non, je dis en Ukraine, Non, c'est il pas faisait ça moins pantoute. 50. C'est pas ça pantoute, je vais te dire. Il faisait moins 50, ouais. Je vais te dire ça. Moins 50. Moi, je pense que c'était en Russie. C'est en Russie, effectivement. Le problème, c'est l'hypothermie. C'est le marathon de Oumyakun. Il faisait moins 51 au thermomètre. C'était en Hey, c'est Sibérie. quelque chose, ça. Comment? En Sibérie. À 5334 km au nord de Moscou. Ça, c'est les photos. Ah ouais. Non, ça, c'est fou. Ça, c'est quelque chose qui me tenterait pas, moi. Le problème, en Antarctique, quand tu cours en Antarctique, le problème, c'est l'hypothermie. Ouais. Parce que c'est une question de vie ou de mort, là. Si tu tombes en hypothermie, en Antarctique, l'hôpital est loin, là. Non, exact, c'est ça. à 4h30 d'avion, là, du Chili. Il faisait combien en Antarctique? Il faisait à peu près moins 30. Avec, il y a eu du vent. La première heure du marathon, c'était correct, c'était parfait même, mais la température change très rapidement. Puis le vent, c'est le vent qui est le pire, généralement. Qui est le pire. Puis moi, je me suis entraîné sur les plaines d'Abraham cette année-là, à Noël, ou dans le temps des fêtes. Puis il faisait moins, je pense, 30. Puis mon coach, mon entraîneur qui vient de Québec, il dit « Cours, là, c'est la pire place. La température, c'est la pire, c'est les plaines d'Abraham à Québec. Faut que tu cours là. » Puis j'avais mon auto stationné avec du linge de rechange. Puis j'ai couru mon marathon aux plaines d'Abraham. Puis honnêtement, ça ressemble beaucoup à l'Antarctique. Enlever parce que c'est plat quand même, où est-ce qu'on a couru, là. Puis les plaines d'Abraham. T'enlèves les arbres, là. T'enlèves les arbres, puis le fleuve, puis les petites côtes, là. Mais c'était assez plat. Mais la température, c'était pas mal pareil. Puis il fallait que je cours un marathon sans... Puis si j'avais besoin de me changer, ben je pouvais me changer. Le problème, c'est que tu viens tu transpires. Puis là, à un moment donné, ça gèle. Ouais. Ton corps te beau avoir chaud, mais... Il est pas capable de dégeler, là. Il est pas capable de dégeler. Tu prends le froid, la glace de tes vêtements prend le dessus. Mm-hmm. C'est là que tu tombes en hypothermie, puis c'est là que c'est dangereux. Parce que si tu tombes en hypothermie en Antarctique, c'est la mort. C'est ça. Exact. C'est fini, là. Wow. Donc, à chaque fois, on faisait des boucles de 10 km. Puis à toutes les boucles, j'avais ma tante qui était là avec moi, mes vêtements au cas où. J'ai pas eu besoin de me changer, mais c'était quand même là. Ouais. Cool. Un beau défi pour, en tout cas, 2019, peut-être Ouais. dans une température complètement différente. Ça reste à confirmer. Je vais le confirmer. Je serai pas gros de la conférence de presse parce que je pense pas de m'associer à une cause particulière. Là. Tu le fais pour toi? Pour moi, puis il y a des gens qui me suivent, qui me posent comme vous là, la même question. What's next? Là? Qu'est-ce que tu vas faire comme défi? Ben, puis honnêtement, c'est quand même un défi. Ça sort de ma zone de confort. Ça, c'est clair. Cool. Dans le désert, là. C'est important, sortir de notre zone de confort une fois par année. Ouais. C'est ça? Il faut. ouais. Good. Écoute, dernière question, la fin de l'entrevue. C'est quoi pour toi être une machine? Une machine? Mon Dieu. Moi, je pense que c'est d'inspirer les gens. C'est d'inspirer les autres dans le but qu'eux-mêmes inspirent d'autres. Qu'eux deviennent des machines. Puis souvent, les gens, quand je fais des conférences ou je dédicace des livres, ils viennent me voir et me disent hey, « T'es inspirant, c'est incroyable. Merci. Mais toi, tu cours aussi. » Je dis à la personne « Toi, tu cours. J'espère que tu es conscient que toi aussi, tu inspires des gens autour de toi. On a tous et chacun ce rôle-là à jouer. Puis c'est extraordinaire dans la course à pied. Tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est de mettre un pied devant l'autre. Ouais. C'est simple comme geste, mais en faisant ça, on inspire d'autres personnes. C'est quand même assez puissant. Mais c'est pas juste à moi à être une machine ou à être inspirant. Ouais. Je pense que c'est le rôle de tout le monde. Puis vous autres aussi, vous l'êtes sûrement, là. On les touche, j'ai toujours dit. Tu sais, c'est un peu une toile d'araignée, ces affaires-là. Tu inspires quelqu'un qui va se mettre à courir, qui va inspirer d'autres personnes. Fait que souvent,
t'es inspiré un paquet de monde que tu connais pas, finalement. Exactement. C'est ce qui est intéressant là-dedans. Ben, moi, j'ai sauvé des mariages. J'ai créé des familles. Des gens qui m'ont dit ça. Ouais. Ils disent, t'as sauvé mon mariage. Puis plusieurs fois, là, pas juste une fois. Tu sais, OK. Je pensais pas que je courais pour sauver des mariages. T'as sauvé mon mariage, ma femme t'a enlevé de Facebook. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais non, c'est quand même extraordinaire, mais moi, c'est ça, je dis souvent d'une façon très, très modeste. Je fais pas nécessairement ça pour ça. Mm-hmm. Mais soyez conscients que vous aussi, vous inspirez des gens autour de vous autres. Vous avez un rôle à jouer au même titre que moi, je le fais. Là. Exact. Si t'avais une chanson sur la trame sonore de ta vie, ça serait quoi? Ben, c'est évident. Là. Eye of the Tiger. Je m'attendais à Philadelphie quelque chose de même. a été mon premier marathon. Puis si vous voulez écouter la tune Eye of the Tiger, là, courez le marathon de Philadelphie. Ah ouais, ça fait partout. Ça a pas de sens. On est même tanné à la fin. Là. C'est drôle. Mais je l'ai recouru l'année passée. Puis je cours rarement 2 marathons. Le même Ouais. marathon 2 fois. Là. Puis je suis retourné l'année passée pour ils appellent ça le Liberty Bell Challenge. On courait le demi le samedi puis le full OK. marathon le dimanche. Puis, ah ouais, on entend souvent Eye of the Tiger tout le temps. Mais c'est ma toune. Ça serait ça. Si t'avais un livre à recommander au plus grand nombre de personnes possible, je dis à tout le monde qui vient, Il ça faut peut pas pas que être ton livre. Qu'est-ce que ce serait? Ah, ben le livre Oser de Frédéric Dion, c'est pas un livre qui est long à lire, mais il y a des bons messages là-dedans. Justement, juste le titre, Oser, interpelle quand même beaucoup. M'interpelle beaucoup. Justement, quand j'hésite à faire un défi, justement, avec mon coach, j'étais en réflexion à un moment donné pour faire un défi. Puis après le 777, j'étais à la recherche d'un défi. Puis il y avait le 888. Il y a un individu aux États-Unis qui a 8 marathons en 8 jours sur 8 continents. Parce qu'il rajoute la Nouvelle-Zélande. Ouais. Je me souviens plus le nom qu'il avait donné à ce 8e-là. Il y a des géographes, parce que c'est pas officiel, mais il y aurait un 8e continent. Donc, il a créé le 888. Fait que je parle de ça à mon entraîneur. Je dis, devrais-tu faire ça, ce défi-là? Il dit, non, tu devrais pas le faire. Mais pourquoi? Parce que t'as pas peur. T'as pas peur. Ouais, Je t'entends. C'est pas un défi. C'est pas un défi. T'as pas peur. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que tu vas être capable de réussir. C'est ça. Le 10-10-10, honnêtement, me faisait peur. Parce que c'est quand même 420 km sur 10 jours. Ça, j'étais pas à l'aise avec ça. Il dit, ça, c'est un défi. Ils disent en anglais, stretch yourself, faut que tu t'étires dans tout ce que tu fais. Exactement. Okay. Exactement. Si t'as quelque chose que tu entreprends qui te fait pas vraiment peur, appelle pas ça un défi. C'est ça. Appelle ça d'autres choses, mais c'est pas un défi. Exactement. Une tâche. Et écoute, Patrick, merci infiniment d'être venu aux Merci, machines. Tu vas beaucoup. rester avec nous pour notre segment des machines de l'immobilier. On parle un petit peu d'immobilier après. Ah, ça va me faire plaisir. Parce que aussi, tu as écrit un livre, en fait, puis on le conseille à tout le monde, qui s'appelle, ton livre, c'est... C'est courir jusqu'au bout du monde. Cool. Là-dedans, on parle justement de course à pied, d'immobilier, d'être jumeaux, puis de tout ce qu'on... Puis il y a un parallèle, il a dit, entre les deux. Oui, tout à fait. On peut connecter avec toi à quel endroit sur... Facebook, c'est pas mal la meilleure façon. J'ai une page web aussi, patrickcharlebois.com. Puis ma page Facebook d'athlète, là. Mais si on veut pas mettre notre mariage en péril, on dit à la femme de protéger. Voilà, je pense pas que... Je veux continuer à inspirer les gens, mais pas créer des divorces, ça c'est sûr. Patrick, merci beaucoup. Merci Ça fait beaucoup. plaisir, merci à vous autres. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.